Bonjour, on m'a demandé d'intervenir, Sophie Gauthier, on m'a demandé d'intervenir avec ma collègue Sylvie Deheul, qui n'est pas présente, mais qui a participé à ce travail avec moi, sur le protoxyde d'azote, et avec la question de savoir si c'était un loisir récréatif ou pas. Alors on intervient en tant que centre régional de pharmacovigilance et centre régional d'addictovigilance pour la région Nord-Pas-de-Calais et Hauts-de-France. Alors de quoi parle-t-on? Vous n'aurez pas manqué dans nos rues de villes, de villages même maintenant, au niveau de notre région, un peu moins en France, mais dans le nord de la France c'est très présent, ces petites cartouches métalliques brillantes qu'on voit dans les caniveaux, sur les trottoirs, soit en amas comme vous pouvez voir là, soit avec des ballons autour qui nous interpellent. Alors il y a 2 ans on se demandait ce que c'était, maintenant je pense que de plus en plus on sait qu'il s'agit de cartouches culinaires utilisés pour les siphons à chantilly et qui contiennent un gaz, lequel gaz est le protoxyde d'azote. Alors le protoxyde d'azote, c'est un gaz particulier en France puisqu'en fait il a 2 utilisations. Il a 2 statuts. Il a un statut de médicament sous la forme de Méopa que vous connaissez bien, qui est un mélange équimolaire oxygène-protoxyde d'azote et qui permet l'antalgie, l'anesthésie qu'on utilise à l'hôpital mais qu'on utilise aussi en ville depuis 2012. Et qui est un médicament avec un statut bien clair. C'est une liste 1, donc c'est une prescription médicale, et qui est soumis en particulier à la législation, ou en partie à la législation des produits stupéfiants, notamment avec un stockage sécurisé, et puis une déclaration obligatoire en cas de vol de bouteilles. Et puis de l'autre côté, on a le protoxyde d'azote, donc là, gaz non mélangé à l'oxygène, un gaz pur, qui est utilisé à des visées industrielles, dans l'industrie chimique, comme comburant dans l'industrie aérospatiale, et puis au niveau culinaire comme gaz propulseur, et notamment pour justement faire de la chantilly. Alors il n'y a pas de statut particulier pour ce gaz, c'est un gaz qu'on peut trouver donc sous forme de cartouche en vente libre dans les supermarchés, dans les épiceries. C'est facile d'accès, c'est peu coûteux et il n'y a aucune mention sur la dangerosité, à l'inverse de ce qu'on peut trouver avec le Méopa. Alors le Méopa, quand il est arrivé en ville, quand il est sorti de la réserve hospitalière en 2012, enfin en 2009 d'ailleurs, l'agence du médicament a décidé d'emblée de faire un suivi de cette utilisation en ville pour vérifier qu'il n'y avait pas d'abus et de potentiel d'abus et de mésusage avec le Méopa. Et puis on a lentement glissé vers l'utilisation du Méopa, vous allez le voir, à l'utilisation de ces petites cartouches pour le même usage, c'est-à-dire un usage récréatif. Alors historiquement, comme son nom l'indique, le gaz hilarant fait rigoler et donc a été initialement utilisé à des fins euphorisantes. C'était dans le 19e siècle, fin du 19e siècle, et c'est seulement en début du 20e siècle qu'on a commencé à l'utiliser comme antalgique anesthésique. Et puis rapidement, le mésusage s'est installé et le Méopa, initialement, a été mésusé dans les soirées étudiantes médicales d'ailleurs, ou pharmaceutiques, dans les technivals, et puis sont apparues depuis 5-6 ans les petites cartouches culinaires qu'on utilise dans la rue, comme vous pouvez le voir, ou en soirée. Alors les effets de ce gaz de protoxyde, c'est des effets qui sont presque instantanés. À partir du moment où vous inhalez, dans la minute qui suit, vous en avez les effets. Ça provoque une euphorie, ça provoque une hilarité, et ça provoque des distorsions visuelles, auditives, qui durent quelques minutes avec une élimination pulmonaire qui se fait rapidement. Alors, ça a un avantage que ça dure peu, puisque du coup, ça a des effets qui ne font pas peur, mais du coup, parce que ça ne fait pas peur, du coup, les usagers en reprennent, et en reprennent quelquefois beaucoup, vous allez voir. Alors, est-ce que c'est un phénomène? Oui. C'est un phénomène nouveau? Non. Mais c'est un phénomène, oui, et inquiétant, puisqu'en fait, je vous ai dit, le Méopa est mésusé depuis qu'il existe, on le sait, mais ça restait dans des milieux assez confinés. En l'occurrence, maintenant, quand on voit le nombre de cartouches dans la rue, on sait que cet usage, maintenant, il n'est plus du tout confiné et qui concerne beaucoup, beaucoup de nos jeunes, et même de nos très jeunes, puisqu'on sait que dès le collège, en fait, ces cartouches circulent pour une utilisation récréative, avec des risques qu'on va voir, et donc qui inquiètent de plus en plus alors, nos structures de pharmacovigilance et d'addictovigilance, mais là, au-delà maintenant, au niveau national, et pas seulement, puisque c'est un problème qui est rapporté au niveau européen et au niveau international. Alors vous voyez, si on regarde la littérature médiatique, locale, dès 2018-2019, on voit fleurir régulièrement des articles sur le protoxyde, on en prend au collège pour rigoler, ça ralentit pas, il y en a toujours autant, les jeunes s'en procurent facilement parce que je vous l'ai dit, ça se vend en épicerie, et puis quand ça se vend pas en épicerie, ça se vend sur Internet. Donc c'est très facile d'accès. Alors les effets indésirables de l'utilisation de ce protoxyde, il y en a, en aigu
et en chronique. Alors en aigu, déjà, la petite cartouche, le gaz est liquide et en fait ce gaz-là, il doit être propulsé. Il faut déjà commencer par craquer la cartouche et normalement, on n'est pas censé inhaler ce gaz directement à la cartouche. Si on le fait, on se brûle parce que c'est très froid. Donc on se brûle au niveau du nez, au niveau des lèvres et on peut abîmer les cordes vocales. Donc l'inhalation, normalement, se fait après avoir versé dans un ballon et soufflé son oxygène dans le ballon et respirer ensuite ce qu'on a soufflé, inhaler ce qu'on a soufflé dans le ballon, qui se mélange avec le gaz. Ça peut provoquer aussi des nausées, vomissements, surtout si on l'associe avec l'éthanol. Et on sait que les jeunes, de plus en plus, utilisent ce protoxyde d'azote quand ils sont un peu plus âgés, adolescents, étudiants, avec d'autres substances psychoactives. Ça amène à des conduites à risque, et ça, c'est un phénomène nouveau. C'est-à-dire que les jeunes trouvent ça très amusant d'utiliser ça en voiture. D'accord, donc ils font du rodéo avec le ballon. On voit passer des voitures, ils ont le ballon à la bouche, et donc c'est le ballot de protoxyde qui amène à une accidentologie assez grave, puisqu'il y a des décès régulièrement rapportés. Et je vous en ai mis un exemple de la Voie du Nord en septembre 2019. Et puis, il y a les risques d'hypoxie, puisqu'en fait, quand les jeunes inhalent ce gaz, il y a peu d'oxygène dans l'inhalation, et donc moins il y a d'oxygène et plus ça les hypoxie. Et en plus, quand ils répètent les prises, et ils les répètent souvent 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 50 fois, 1000 fois, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et donc, ils peuvent se retrouver avec des risques cardiovasculaires inhérents à cette hypoxie. Et puis enfin, il y a une pollution urbaine, puisque on ne peut plus marcher dans la rue sans tomber sur ces petites capsules. Pour l'usage chronique, là encore, les dangers sont importants. Il y a un problème de pharmacodépendance, très clairement. On s'aperçoit, on le savait déjà avec le Méopa, qu'il y avait un usage qui se répétait et qui s'augmentait, d'accord, avec une focalisation sur le produit pour certains jeunes qui étaient traités par antalgie, pour une antalgie avec le Méopa. Ça se confirme avec les petites capsules culinaires. Il y a un risque psychique avec des jeunes qui peuvent varier d'humeur, qui peuvent déclarer des hallucinations, des idées suicidaires, donc un changement de psychisme. Et puis, le dernier problème qu'on connaissait mais qui finalement a explosé au niveau de notre région, c'est l'interaction avec la vitamine B12 qui se traduit par des anémies qu'on a peu vues, mais surtout par des troubles neurologiques graves qui sont sous la forme de polyneuropathie axonale sensitivo-motrice ou de sclérose combinée de la moelle épinière. Alors pour vous donner une idée, on n'en avait aucun cas. Quand on a fait la première alerte en 2017 sur la région, on alertait sur la présence de ces cartouches dans les caniveaux, sans savoir finalement quels étaient les risques chroniques. On les connaissait théoriquement, on ne les avait pas encore décrits. Et puis en 2019, on a eu le premier cas en janvier ou février 2019, et depuis, on a eu une vingtaine de cas d'accidents neurologiques graves, d'accord, sur des jeunes, alors la moyenne d'âge c'est entre 18 et 20 ans, qui consomment régulièrement ces cartouches, avec une consommation qui peut être quotidienne, mais pas que, c'est-à-dire qu'on a des cas d'atteinte neurologique grave de jeunes qui consomment juste 1 fois par semaine. Par contre, quand ils consomment 50-60, mais on a aussi des gens qui consomment 150 cartouches par jour, 300 cartouches par jour. Donc vous voyez qu'on a du mal à corréler finalement l'atteinte avec une dose dépendance ou avec une durée dépendance. Donc c'est pour ça que je vous ai mis que la consommation n'était pas toujours massive. Les premiers symptômes, c'est des paresthésies, souvent au niveau des membres inférieurs. Ça apparaît au bout de quelques semaines d'utilisation, mais ça peut apparaître après des mois d'utilisation. On a des cas de gens qui ont utilisé ça pendant 1 an, 2 ans, et puis ils se mettent d'un coup à faire ces paresthésies. Et l'évolution est favorable quand ils arrêtent le protoxyde, mais ça peut être long. Et quelquefois, surtout, c'est irréversible. Donc, c'est des atteintes qui surprennent parce qu'on imagine initialement que c'est un diagnostic de sclérose en plaques. Donc, on recherche, on part un peu là-bas, mais en fait, finalement, ça n'est que, entre guillemets, la consommation de protoxyde d'azote. Alors, je vous en ai mis quelques cas. Je vous ai mis les cas qu'on a reçus depuis janvier 2020. Et donc jusqu'à mai 2020. Et vous voyez, je vous ai mis 3 cas qui illustrent bien finalement la diversité des tableaux. Le premier cas, c'est un jeune patient de 16 ans. Il prend une dizaine de cartouches par occasion. Donc vous voyez que ce n'est pas quotidien, depuis plusieurs semaines. Et il arrive aux urgences puis en neurologie pour une atteinte sensitive sévère qui aboutit à un diagnostic de sclérose combinée de la moelle avec une amélioration sensitive très lente qui ne lui a pas permis le retour à domicile et qui fait qu'il est toujours en soins de suite, ce monsieur-là, pour rééducation. Un deuxième patient, alors là il se trouve que ce sont que des garçons, mais il y a aussi beaucoup de filles concernées. 17 ans, 30 capsules par occasion, là encore, pas une consommation quotidienne. On ne sait pas depuis combien de temps il consomme ces capsules, néanmoins il arrive avec une neuropathie toxique, avec une possible atteinte médulaire, et il est traité par immunoglobuline. Et puis je vous ai mis un 3e exemple, donc vous voyez là un jeune, 17 ans, au volant,
avec des benzodiazépines et un mélange cannabis, qui prend justement ces fameuses capsules au volant, donc 5-6 capsules pendant sa conduite, et qui bien sûr fait un accident de la voie publique avec son passager, plus blessé que lui d'ailleurs, et lui qui est arrivé pour un trauma crânien, thoracique, abdominal et un membre d'évolution favorable, pas d'alcool mélangé. Donc vous voyez que les tableaux sont divers, mais n'empêche que les conséquences sont importantes et surtout nous embêtent puisqu'il s'agit quand même de patients jeunes chez qui l'habitude finalement de consommer des produits à visée récréative finalement devient vraiment dangereuse. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Concrètement, depuis que 2017, on a vu apparaître, fleurir, je dirais même, ces capsules dans les villes, il y a beaucoup de maires qui s'en sont inquiétés et qui ont pris des arrêtés municipaux contre la vente de ces capsules aux jeunes. Alors c'est une bonne idée, mais concrètement, je vous ai dit, Internet fait tout, et donc par Internet, ces jeunes arrivent à avoir les cartouches. Donc là, je vous ai mis un peu toutes les communes et villes qui ont pris des arrêtés, sachant qu'elles étaient complètement hors la loi, hein, puisqu'à l'époque, le ministre de la Santé avait dit que les Français seraient suffisamment intelligents pour réagir à la non-consommation de ces capsules sans loi. Et puis finalement, il a fallu quand même légiférer, et il y a une loi qui a été adoptée en décembre 2019, suite d'ailleurs à l'action des députés du Nord, pour interdire la vente aux mineurs, en se disant que c'était un premier pas pour essayer de protéger et surtout sensibiliser au fait que ce protoxyde d'azote, c'était absolument pas anodin chez le jeune. Ça suffit pas, je vous l'ai dit, hein, concrètement la consommation continue. Alors c'est sûr, pendant le confinement, on n'a pas eu beaucoup de cartouches dans les rues, mais depuis le déconfinement, on revoit de nouveau fleurir ces cartouches, même plus, je trouve, que ce qu'il y en avait cet hiver. Et vous voyez qu'il y a même des maires qui se posent la question d'un deuxième arrêté qui est d'interdire la consommation de ces capsules sur la voie publique, puisque vous l'avez peut-être vu, mais en tout cas, ça, on le voit, hein, on voit ces jeunes le consommer sur la voie publique régulièrement. Deuxième action, informer, sensibiliser sur les risques. Alors ça, c'est des choses, vous savez que c'est compliqué la communication en santé. Et donc finalement, cette sensibilisation, elle existe un peu de plus en plus en ce moment avec les capsules. Mais elle avait déjà commencé avec le Méopa. Je vous ai dit, en 2009, on a mis en place un plan de gestion de risque justement pour les potentiels d'abus et mésusage avec le Méopa qui arrivait en ville. Ce plan de gestion de risque a été renforcé en 2012. En 2016, il y a une communication de la NSM toujours en disant « Attention, utilisez bien le Méopa parce qu'il peut être mésusé et qu'il amène à des problèmes de pharmacodépendance ». On ne parlait pas encore de ces problèmes neurologiques, pas trop finalement, parce qu'on les observait pas forcément. Et puis ensuite, ça s'est emballé avec l'utilisation des cartouches. Et vous voyez que le ministre de la Santé, en novembre 2019, faisait un communiqué de presse en disant « Attention, il y a un vrai danger ». C'est repris par les médias. Je vous ai mis l'extrait du Monde. Je vous ai mis l'extrait du blog du journaliste médical du Monde en 2020, février 2020, pour dire « Faites attention, c'est une vraie réalité, ce risque avec les capsules de protoxyde d'azote. » Et puis, au niveau local, puisque finalement c'est vrai que le Nord est particulièrement concerné, on a mis en place avec l'URPS un flyer qu'on a mis dans toutes les pharmacies à destination des parents, en se disant les parents quand ils vont à la pharmacie, ils ont des collégiens dans leur maison. Et donc voilà, l'idée c'était de dire, si jamais vous avez un enfant au collège ou au lycée, posez-lui la question et informez-le des risques, avec un flyer qui au recto mettait tout ce que je viens de vous dire sur le protoxyde. Alors, est-ce qu'on a perdu à cette sensibilisation ? Peut-être, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est une mode et un mode de consommation qui évolue, puisque maintenant on voit apparaître des grosses cartouches. Donc je vous en ai mis une en photo ici. Donc la cartouche, la grosse bonbonne, là, elle contient à peu près 80 ou 100 petites cartouches culinaires. Ça, c'est des usages industriels à la base, hein. On commence à en voir dans les rues. Au niveau du CHU, on en voit beaucoup. Et ça s'achète sur Internet sous le nom, vous voyez là, je vous ai mis un site, ça coûte 45 €. Et le site, ça s'appelle Dailyfun. Donc c'est complètement banalisé, ça fait absolument pas peur. Et c'est plutôt pas mal, puisqu'au lieu d'avoir 100 cartouches à dégoupiller et avec lesquelles il faut remplir le ballon, on n'a qu'un gros ballon sur lequel on met les ballons. Une grosse bonbonne sur laquelle on met les ballons. Alors concrètement, il y a un risque, hein, c'est que déjà, en général, les ballons sont plus chargés, puisqu'en fait, on ne sait plus combien on met de gaz dans le ballon. Et puis en plus, comme la bonbonne est à disposition, on a tendance à augmenter les prises. Donc très clairement, c'est un usage, un mode de consommation qui nous inquiète, qu'on voit apparaître depuis à peu près une petite année.
Alors si on doit conclure sur ce loisir les récréatif, sûrement c'est un loisir récréatif, ça fait des années qu'on parle du gaz hilarant, et quand on a des enfants qu'on emmène à l'hôpital pour faire une petite intervention, on leur met du méopa, on les voit rigoler, et c'est vrai qu'on ne s'inquiète pas de ce gaz-là. Mais certainement dans son utilisation actuelle, avec les petites capsules complètement banalisées, complètement répandues dans le nord de la France, mais au-delà de la France aussi, tous les pays asiatiques s'en plaignent, les pays d'Amérique du Sud s'en plaignent, les États-Unis s'en plaignent, enfin c'est vraiment quelque chose de banalisé, alors sûrement pour la plupart des gens très peu grave, mais qui concerne quand même une population jeune qui est sensibilisée au fait de consommer des médicaments, en l'occurrence là des substances qui modifient leur perception et qui peut leur donner envie de consommer plus et différemment, et d'autres substances. Et on voit très bien que souvent d'ailleurs cette consommation de la capsule qui devient vraiment, c'est la deuxième substance la plus consommée parmi les étudiants, on voit qu'en plus elle est de plus en plus associée à des médicaments psychoactifs ou à des substances psychoactives. Donc c'est vraiment devenu quelque chose de banal. Donc en tant que médecin généraliste, qu'est-ce qu'on peut faire ? Finalement, pas grand-chose parce que ça va très vite, l'évacuation est très vite, donc finalement vous n'arriverez pas à attraper le patient en pleine prise aiguë, sauf dans la rue, mais ça arrive finalement de façon exceptionnelle. Alors bien sûr sensibiliser, mais finalement aussi peut-être être sensible à des points d'appel un peu banals. Le jeune qui arrive avec des paresthésies, c'est pas logique. Alors bien sûr, il y a toujours l'atteinte neurologique de type sclérose en plaques, mais quand même, s'interroger. Le jeune qui arrive alors qu'il a fait des malaises ou des chutes inexpliquées, finalement peut-être pas si inexpliquées que ça, c'est peut-être lié à une hypoxie ou à une prise trop rapide de son proto. Le jeune qui arrive avec des troubles psychiques, pareil, s'interroger sur la survenue, dans quel contexte. Et systématiquement, finalement, penser à interroger ces jeunes sur la consommation de protoxyde d'azote parce qu'on est surpris de voir finalement que c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine. Voilà, je vous remercie.